Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, c'est Alice et j'espère que vous pétez la forme aujourd'hui, surtout dans notre belle ville de Lyon où il fait bon vivre. Trêve de small talk, aujourd'hui j'accueille une pro du web marketing, une as des ads, celle qui fait parler AdWords et Google Analytics, celle qui aide les freelances à devenir meilleurs. J'ai nommé Marion Giraudon. Hello Marion, c'est super de te recevoir, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Alice. Ouais. Est-ce que tu viens de Lyon ? C'est ma première question toujours dans le podcast. Alors je viens pas de Lyon, je le dis jamais trop fort, mais je viens de la Loire. Je suis pas fan des Verts. Ok. Je suis à Lyon depuis 3 ans à peu près. 3 ans, d'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans Lyon ? J'aime bien le fait que ce soit une grande ville avec tout ce que ça offre, pouvoir se faire livrer des sushis à 10h du soir, y a toujours quelque chose à faire, plein de quartiers à découvrir, et par contre j'habitais à Paris, c'est pas les loyers exorbitants de Paris, pas le côté impersonnel où tu mets 1 heure pour traverser la ville. J'aime bien ce côté grande ville mais quand même à taille humaine. Et c'est vrai qu'économiquement, il y a aussi pas mal d'activités. Donc quand on est à son compte, c'est intéressant d'être... Ouais, tu fais bien le parallèle du coup entre la vie parisienne et la vie lyonnaise en fait. Ouais, complètement. Ok. Complètement. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec le web ? Je pense qu'on peut dire que c'est de la dépendance. La dépendance, carrément. Complètement. Okay. Et puis plus ça va, plus ça devient grave. Et je pense que c'est pas fait pour s'arranger parce que t'as envie de te faire soigner ? Non. En plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, le web, c'est mon métier, donc je pourrais pas vivre sans. Fais-nous un pitch de ton activité. Alors, ça fait 3 ans que je suis indépendante, consultante web marketing en freelance. Donc, j'aide mes clients à trouver leurs clients sur Internet. Ça se passe bien. Et depuis 1 an, j'ai décidé aussi de faire de la formation en ligne. Donc, j'ai ouvert un premier blog qui est Adopt Internet, qui me permet de donner des conseils aux personnes qui voudraient apprendre à gérer leur marketing seul, qui me ramène aussi des clients d'ailleurs, même si c'était pas forcément le but au départ. Et j'ai ouvert en début d'année 2018 un autre blog qui est superfreelance.com, sur lequel là j'essaie plutôt d'aider les personnes qui se lancent en freelance ou qui ont démarré mais qui veulent se développer plus vite, à s'épanouir dans leur vie de freelance, que ce soit en trouvant des clients, en s'organisant ou en gérant les côtés administratifs qui sont aussi un peu rébarbatifs et facteurs de beaucoup d'angoisse, je me rends compte. C'est vrai, il y a beaucoup de freelances qui ont un peu la phobie administrative avec l'URSSAF, le RSI. Exactement. Etc. Super, donc stratégie digitale et formation. Voilà, j'ai vraiment les 3 pour l'instant. Je me dis sur quoi je peux aider les gens, trouver des clients sur internet et être freelance aussi, je me débrouille bien, donc autant en faire profiter les autres. C'est ça. Parle-nous un peu de tes études et de tes formations. Je sais que tu as été à l'université Lyon 3, que tu as fait l'ISCOM, une formation Segos et où tu es experte profilage LinkedIn. Tu m'as espionnée. Oui, alors après mon bac L, j'ai fait 1 année de fac d'anglais, le temps de voir un petit peu ce que je voulais faire. Je me disais que l'anglais servirait toujours, et c'est le cas d'ailleurs. Ensuite, je me suis dirigée plutôt vers des écoles de commerce, et j'ai changé en cours de parcours parce que j'ai voulu terminer mes 3 années de fin en alternance. Ça m'a permis d'aller un peu plus dans le vif du sujet. À l'époque, les formations dans le domaine dans lequel j'exerce aujourd'hui, donc le web, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles qui sont spécialisées sur le digital. Moi, j'ai passé mon bac en 2004. Il y a presque 15 ans. Voilà, il n'y avait pas de formation, donc on était tous sur des trucs un peu globaux. Et le digital est venu plus tard et c'est plutôt appris sur le tas. Tu as fait pas mal de jobs avant de te lancer à ton compte. Oui. Tu as été assistante attachée de presse, consultante e-business, tu as été research analyst ou web marketing manager dans des PME, des agences ou des grosses entreprises, notamment GDF Suez. Oui. J'en dis trop, mais j'ai envie que tu me racontes beaucoup. Tout ça. Il y en a pas mal parce que dans le lot il y a des stages et j'ai fait aussi 3 années d'alternance. C'est ça. Et dans quelle boîte Alors au départ j'étais dans une agence d'attachés de presse. J'avais déjà fait des stages dans ce secteur d'activité. J'aimais bien le côté retour assez rapide de l'effort. C'est-à-dire que t'envoyais un communiqué de presse, très rapidement tu voyais dans les magazines, et ça commençait déjà un peu à l'époque, en 2007-2008, sur des blogs, sur des sites internet. Après j'ai voulu plutôt me diriger sur du marketing un peu plus large. J'ai fait 1 année dans une compagnie aérienne qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, elle a été rachetée par Lufthansa. D'accord. Et j'ai passé ma dernière année d'alternance donc au service marketing stratégique de GDF Suez, qui s'appelle Engie maintenant. J'ai travaillé pas mal sur les sondages, sur la satisfaction client. Du coup ça m'a mené à mon premier poste qui était un poste de chargé d'études à Lyon dans un institut de sondage. Et après je suis partie en Belgique et c'est vraiment là que je me suis mise à fond dans le web. J'étais responsable web marketing, donc j'ai appris les leviers d'acquisition de trafic,
les leviers de monétisation aussi, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, à partir du moment où tu as une audience sur Internet, tu peux gagner de l'argent avec. Même si toi, tu vends rien directement. Et c'est quelque chose que j'ai jamais exploité à titre perso jusqu'à maintenant. D'accord. Et maintenant que je crée une audience de gens qui me suivent, j'arrive à monétiser tout ça. Super. Quel est, dans les jobs que j'ai cités tout à l'heure, ton préféré? Alors, je dirais que c'est maintenant, mais Ouais, à part maintenant. à part maintenant... c'est qui t'a le plus appris? C'est là où j'étais en Belgique parce que j'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment là où tu as découvert le web marketing? J'ai découvert le web marketing et puis j'ai pu rapidement faire mes preuves, gagner en autonomie. D'accord. J'ai découvert aussi le télétravail là-bas. Ah, génial. C'est là où tu as été en télétravail. Okay. Exactement. Et tu t'es dit, c'est la vie, j'ai plus envie de retourner Exactement, au bureau. C'est ça. J'ai fait une petite tentative 6 mois en agence, mais c'était plus possible de revenir en arrière. C'est le problème en général. Quand on fait ça, on a du mal à revenir. Plus on acquiert de la liberté, plus on va avoir du mal à la laisser partir. Ouais, c'est bien vrai. Qu'est-ce qui t'a du coup poussé à devenir freelance? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir freelance? C'est vraiment ça, la sensation de perte de liberté quand j'ai quitté mon emploi où j'étais en télétravail et que je suis repassée dans un job salarié classique où à 8h30 on t'attend derrière ton bureau tous les jours. J'ai eu vraiment cette envie un peu de m'envoler, j'arrivais pas loin de mes 30 ans, je voulais éliminer un peu les contraintes et puis prendre plus de marge de manœuvre sur ma vie, on va dire. Ok. Maîtriser un petit peu plus ce que je faisais, comment je le faisais, choisir avec qui travailler. Ouais. Parce que quand on est freelance, on peut choisir que ça passe pas avec quelqu'un, on le sent pas et on dit non. On choisit son rythme de travail, ses méthodes de travail et c'est vraiment ça que je recherchais. D'accord. Quel est ton statut? Alors, quand j'ai commencé, j'étais en auto-entreprise, donc micro-entreprise maintenant. Et au bout d'un an, j'ai dû créer une société, donc j'ai une URL. Voilà, ça fait à peu près 2 ans. Super, ça marche bien. Ça marche bien, oui. Quels sont tes types de clients et avec qui préfères-tu travailler? Alors, mes types de clients, ils sont assez variés. Hein. Ça va de l'entreprise du CAC 40 à des indépendants, enfin des indépendants, des toutes petites boîtes, il y a des PME. Ils sont dans des secteurs assez variés, mais la majorité sont dans le secteur du tourisme. Du tourisme, d'accord, donc c'est un peu ta spécialité quoi. On va dire que c'est un peu ma spécialité, alors volontairement parce que c'est un sujet qui m'intéresse, et aussi involontairement parce que forcément quand on se constitue un réseau comme ça, on est plus sollicité par des personnes du secteur d'activité. Donc voilà, pas mal de tourisme, mais voilà, je suis dans un métier où c'est facile de s'adapter à différentes problématiques, donc je me bride pas, je travaille sur d'autres secteurs. D'accord. C'est pas vraiment le secteur qui m'intéresse pour choisir un client, c'est plutôt la capacité qu'on va avoir à travailler ensemble. Oui, c'est si le feeling passe ou pas. C'est ça, est-ce qu'il y a du feeling et la bonne mesure entre le fait que le client me fasse confiance dans les recommandations que je lui apporte parce qu'il a fait appel à moi pour mon expertise, et le fait aussi qu'il s'implique, qu'il ait la curiosité de comprendre ce qu'on fait. D'accord. C'est ça pour moi le client idéal. Ouais. Alors j'aime aussi bien ceux qui payent dans les temps, j'aime aussi ça. bien ceux qui me recommandent à leurs copains. Ouais. Je pense que c'est ça le client idéal en fait, c'est celui qui paye bien, qui comprend ce que tu fais mais qui te laisse de la liberté et en même temps... C'est ça. Voilà. Celui avec lequel on est dans une relation un peu de partenaire finalement, plus d'égal que à égal. Prestataire. Ouais, c'est ça. Complètement. Peux-tu nous raconter une anecdote rigolote ou sortant de l'ordinaire avec l'un d'eux? Sans le citer si tu veux, bien sûr. Alors je vais pas le citer. Okay. Tout à l'heure, je disais qu'on a beaucoup de mal à faire un peu la différence vie privée, vie perso. Moi je travaille de chez moi, j'ai des clients qui font pareil. Et donc un jour j'avais rendez-vous chez un client, donc dans son appartement. Ok. Au mois de juillet, donc j'arrive, je sonne, personne répond. D'accord. J'appelle, personne répond, puis au bout de 20 minutes à attendre sous le cagnard pas possible, je rentre chez moi quoi. Oui. Et puis il m'a appelé, en fait il faisait la sieste. Il s'est excusé, il faisait la sieste. Et enfin, c'est des situations qui auraient pas pu exister il y a 10 ans ou 15 ans. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui... Tu sonnes chez ton patron, ah non je fais la sieste, désolée, excusez-moi. C'est parfait. J'aime c'est bien. ça. Petite anecdote sympa. Sur un ton plus sérieux, quel est ton levier digital préféré? SEO, AdWords, réseaux sociaux? Alors je dirais que c'est Google au sens large, parce Google, que aujourd'hui on a plein de moyens pour toucher un internaute quand on a quelque chose à lui proposer. Mais quand on le touche sur Google, on le touche quand il nous cherche. Et c'est une force énorme. Avant ça n'existait pas du tout. Avant, quelqu'un qui voulait faire de la publicité, il se disait bon, dans quel journal je vais essayer de mettre une annonce, et il s'adressait aux gens qui potentiellement pouvaient être intéressés par ce qu'il proposait, mais en fait pas forcément, ils savaient pas. Aujourd'hui, quand on cible les gens sur les moteurs de recherche, on sait qu'on les touche quand ils ont besoin de nous. Et je trouve que c'est une vraie transformation du marketing en fait. D'accord.
et c'est la grosse force du web pour moi. Donc Google pour moi c'est Google. vraiment le meilleur. Google ou les autres moteurs de recherche. Oui, enfin bon. Ne les oublions pas. Bing et Yahoo, c'est ça. Voilà. Ceux qui se disputent les 2%. C'est ça, les 2% qui restent. Ok, Google, donc t'as ton levier préféré. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Alors, dans mon métier, ce que j'aime, c'est l'évolution. Je sais que je m'ennuierai jamais parce que les outils changent, les comportements changent. Du coup, c'est très exigeant aussi parce que ça demande d'être toujours un peu à l'affût des tendances, des infos. Mais du coup, ça fait qu'il n'y a pas réellement de routine dans ce métier. Ça non. Déjà dans le web, et en plus, quand tu es freelance, il n'y a pas de routine du tout. En fait. Et le fait d'être freelance, si on peut dire que c'est un métier, fait que au-delà des missions que je réalise, il y a une partie prospection, il y a une partie administrative, il y a une partie veille et prise de décision qui n'existe pas habituellement. Et ça me plaît aussi. Oui, c'est-à-dire que tu dois tout gérer tout seul. Quoi. Alors des fois ça peut être un peu angoissant, peut-être pas angoissant, mais un peu, ça peut être beaucoup en fait. On a les épaules un petit peu chargées. Ça se voit pas là, mais j'appuie sur mes épaules. Mais c'est quand même hyper impressionnant et justement on a du pouvoir sur notre vie finalement. C'est ça. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu réalises des vidéos, tu écris des articles pour ton blog qui, je le rappelle, s'appelle adoptinternet.com ou .fr .com. Bref, tu fais beaucoup de contenu. Tu aimes bien faire... Alors, je fais beaucoup de contenu, ouais. Ça fait à peu près 1 an, donc ça me plaisait. Du coup, j'ai créé le 2e blog à destination des freelances dont on parlait tout à l'heure. Oui. Alors, écrire, c'est quelque chose que je faisais un tout petit peu pour mes clients quand on est sur des thématiques que je connais bien. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'avais fait un bac L, moi, à l'époque du lycée. Et oui. Et je me suis mise après à la vidéo, où là, par contre, j'ai dû faire un plus gros effort par rapport au fait de me voir à l'image. Ouais. Et même techniquement, choisir les bons équipements, apprendre à faire un petit peu de montage. C'est compliqué la vidéo. Ouais, c'est plus compliqué. C'est plus exigeant. Voilà. C'est plus facile. Bah oui, du coup, c'est vrai que le contenu est hyper intéressant. Et en ce moment, je fais d'ailleurs une formation pour apprendre aux gens à trouver des clients grâce à leur blog. Génial. Et créer du contenu, c'est vraiment un super moyen de se montrer comme un expert et de faire venir plein de gens à nous qui arrivent déjà convaincus en fait. C'est vrai. Moi j'avais vu ta formation sur le blogging, il me semble. C'est ça, Catel. Ouais, tout à fait. Et c'était super intéressant. Et j'aime beaucoup ce que tu fais au niveau des vidéos aussi parce que c'est très impactant. Tu restes court quand même, au niveau du format. Oui, les gens n'ont pas forcément la capacité ou l'envie de regarder des vidéos qui font une demi-heure. Donc, c'est ça. Moi, j'essaie de me tenir vraiment à 5-10 minutes max. Et c'est très bien. Ouais, puis je pense que de toute façon, plus ce serait trop, il faut rester très pratique aussi. Puis mine de rien, c'est quand même un investissement de temps qui est pas négligeable. Oui, c'est ça, entre le montage, le fait de se mettre dessus. Ouais. À côté, tu organises aussi les rendez-vous de Malte, donc qui est ancien Upwork, qui est une plateforme de mission pour freelance. Donc c'est les Malteurs lyonnais. Exactement, ça fait à peu près 2 ans, je crois que j'ai commencé en mars 2016 à organiser régulièrement, donc normalement chaque mois, mais ça a été un peu plus espacé ces derniers temps. Les after Malte, comme on les appelle maintenant, ce sont des after-work pour freelance qui sont donc organisés avec Malte et qui permettent de se retrouver entre nous. Alors il y a plusieurs choses, déjà la majorité des freelances travaillent de chez eux, il y a un petit sentiment d'isolement quand même, c'est bien de voir un peu du monde. La deuxième chose, c'est que le réseau est hyper important, et moi aujourd'hui j'ai calculé, j'ai à peu près 40% de mes missions qui arrivent par d'autres freelances. D'accord, juste par du réseau. Ouais, c'est ça. Parce que un développeur a fait un site pour son client et puis après le client dit oui mais comment je fais pour mon référencement. C'est vrai que autant l'agence centralise à peu près toutes les compétences en général, autant le freelance c'est pas du tout son cas. Donc, c'est très sympa ces afterwork. Très sympa. Oui, toi tu fais partie des habitués. C'est comme ça que je t'ai connue d'ailleurs. C'est possible, en after Malte. Ouais, c'est super, on rencontre des gens vraiment top. Voilà, et on est moins dans cette démarche très commerciale, je viens pour essayer de trouver des clients, c'est plus spontané quelque part. Oui, voilà. C'est tiens, j'ai un client qui a besoin d'un graphiste, je le connais, est-ce que tu as du temps libre. Et alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a énormément de gens qui arrivent avec des questions sur l'administratif. T'as les comptables qui te donnent des infos, t'as les sites internet gouvernementaux qui te donnent des infos. Et souvent on a besoin quand même d'arriver à faire un peu la part des choses entre tout ça et parler à des gens qui ont vécu cette expérience-là. Et je trouve que l'After Malte génère aussi beaucoup de gens qui sont tranquillisés par rapport à ces aspects qui sont hyper angoissants.
Oui, c'est vrai. Ils ressortent sereins Oui, mais par c'est rapport à ça. leurs questions. Exactement. Quels sont d'après toi les enjeux de ton métier dans les années à venir? Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça en ce moment justement, D'accord. parce que le marché de la formation en ligne il est en train d'exploser. N'importe qui lance son activité, qui lance son site, aujourd'hui trouve sur internet de l'information qui lui permet de se former un peu sur le sujet. Donc je pense que les personnes comme moi qui font du conseil vont devoir petit à petit se détacher de l'opérationnel. Pour plus aller vers le stratégique et C'est ça. la formation. Ouais, je pense. D'accord. Parce que... Toi, tu continues à te former sur d'autres sujets que le tien, par Ouais. exemple, ou des sujets annexes? Ouais, c'est hyper D'accord. important parce qu'aujourd'hui, je me dis, ok, on est en 2018, il y a encore plein de gens qui ont besoin de freelance, d'agence pour faire des choses. Et il y en aura toujours parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui comprennent que tu peux pas tout faire, que si tu veux être bon dans un truc, il faut être concentré là-dessus, et donc tu délègues tout ce que tu maîtrises pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui démarrent, qui ont pas un budget énorme, et qui vont maintenant plutôt faire les choses eux-mêmes parce qu'ils trouvent un peu de ressources pour se former. Donc l'opérationnel, juste en tant que tel, je pense qu'il va disparaître. Il faut plutôt se positionner sur un rôle de conseil, peut-être un cran au-dessus, et de la formation aussi. Je pense que du coup, le besoin de formation va augmenter au fil des années. Oui, parce que les clients ont envie, besoin, ont envie de faire eux-mêmes. C'est ça. Je vois des formations comme Google Digital Active, par exemple. Elle est assez simple et elle est très accessible pour les commerçants, par exemple. C'est ça, parce que indéniablement on est obligé de s'adapter. Moi je pense vraiment que les gens vont prendre le réflexe de se former sur internet. Et donc si on continue de leur proposer de faire des choses à leur place qu'ils ont l'impression de pouvoir faire eux-mêmes, même si ça sera pas avec le même niveau, je pense qu'on s'enferme. Et quels sont tes conseils pour les futurs freelance ou entrepreneurs du digital ? Je pense que t'en as plein. Mais... Ah oui, ben, j'en ai plein. Déjà c'est de cultiver le réseau parce qu'il y a vraiment ça qui marche. Se former en permanence et surtout d'arrêter de toujours réfléchir, de demander l'avis, de lire des trucs, il faut agir. À un moment, il faut y aller quoi. Ouais, et surtout quand on travaille sur internet, si on fait un truc et qu'on n'en est pas satisfait, c'est pas grave, on peut l'améliorer après. C'est moins irréversible, faut démarrer, faut commencer quelque part. Et au niveau administratif, tu conseillerais quoi comme statut ? Alors, niveau administratif, le statut dépend beaucoup des contraintes qu'on va se mettre, des objectifs qu'on va avoir, objectifs de chiffre d'affaires, est-ce qu'on va vouloir sous-traiter des choses ? Si c'est le cas, la micro-entreprise, c'est pas l'idéal. Il y a les charges qu'on va avoir aussi. Est-ce qu'on a besoin d'un local ? Est-ce qu'on a besoin d'un espace de coworking ? Voilà, d'investir dans du matériel. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais c'est vrai que la micro-entreprise, c'est quand même un moyen de démarrer sans trop de risques. C'est un bon tremplin. Voilà. Quels sont tes projets futurs ? Alors mes projets futurs, bien sûr, c'est de maintenir l'activité de conseil en allant le plus possible vers du conseil et en limitant l'opérationnel. Et puis c'est beaucoup aussi développer la partie formation et coaching pour les freelances et pour les personnes qui veulent apprendre à trouver leurs clients sur internet grâce au marketing digital. D'accord. Et au niveau opérationnel, stratégique, t'es à combien de pourcents à peu près ? C'est-à-dire, tu fais 30% opérationnel, 70% formation, stratégie ? J'ai du mal à donner un chiffre parce que ça dépend vraiment des périodes. D'accord. Sur la formation, ça fonctionne aussi beaucoup en lancement. Donc les lancements, tu vas faire des webinaires, des conférences, tu vas créer beaucoup de contenu. Dans ces périodes-là, la partie freelance, elle baisse un petit peu. D'accord. C'est ça que j'aime aussi, c'est jamais pareil. J'avais une autre question pour toi, c'était comment tu arrivais en tant que freelance à manager un peu ton équilibre vie pro vie perso. Je sais pas si tu travailles chez toi ou pas, mais ouais, je travaille chez moi. Ouais, voilà. Moi je travaille aussi chez moi et des fois j'ai un peu du mal à m'arrêter de travailler. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de travailler chez eux, qui arrivent pas à se concentrer, qui sont tentés de faire autre chose. Et je pense que pour eux c'est bien d'aller dans les espaces de coworking. Ouais, pour toi tu... Ou au moins les cafés, mais sortir quoi. Et ça permet... alterner, mais ça permet aussi de se mettre dans un autre état d'esprit, je trouve. Un espace de coworking, en plus tu payes, alors moi quand je vais dans un espace de coworking que je paye à l'heure, je me dis bon là je paye, faut que je sois efficace. Faut que je sois productive, ouais. Moi aussi c'est pareil. J'étais allée à l'anti-café là à Lyon. Oui allez, tu payes donc bosse quoi. Bah c'est ça. Et des fois ça bloque un peu. Alors ça bloque, mais d'un autre côté t'as moins de tentation de faire autre chose que quand t'es chez toi. Alors quand je parle de tentation, je parle de faire la vaisselle, de lancer une machine, même pas Netflix, mais pas des trucs super fun quoi. Ouais c'est ça, étendre le linge. Après je pense qu'il y a des petites astuces, hein, mais je pense qu'il faut se mettre une discipline.
si je commence à telle heure, je m'arrête à telle heure. Enlever les notifications des mails sur son téléphone, Ah oui. des choses comme ça, quoi. Pour mieux se concentrer. Voilà. Toi, t'as des méthodes pour être plus productive, comme Pomodoro ou d'autres Je me d'autres dis choses toujours qu'il faut que j'essaye. Ouais. Par contre, c'est vrai que je me ménage des plages où ma boîte mail n'est pas ouverte et mon téléphone est en silencieux. Parce qu'il y a un moment où si tu te laisses interrompre en permanence par les réseaux sociaux, par les appels, par les mails, t'avances jamais. Ouais, Et il y a quand même besoin parfois d'être vraiment concentré sur un truc. Donc voilà, ma méthode c'est plutôt ça, c'est de me déconnecter pour me concentrer à fond sur 1 heure, 2 heures. D'accord. Et puis si je rate un appel pendant ce temps, bah, c'est pas grave, les gens me laissent un message et puis je rappelle. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou les logiciels avec lesquels tu travailles? Alors je pourrais plus me passer de Trello. Trello, ouais. Voilà. Incontournable, qui est sur mon ordi, qui est sur mon téléphone. Avant, je trouvais que j'avais la capacité de me rappeler tout. Maintenant que je suis à mon compte, j'ai tellement de choses à gérer que soit le truc il est marqué sur une carte Trello, soit je le ferai jamais parce que j'aurais oublié son existence. Donc ça, Trello, c'est hyper important. Okay. Et un outil que j'utilise depuis à peu près 6 mois pour gagner du temps aussi, c'est You Can Book Me. You Can Book Me. Ouais. Okay. You Can Book Me, c'est un système de prise de rendez-vous en ligne qui est gratuit, qui est connecté à mon agenda en ligne. Donc, plutôt que proposer 3 créneaux par mail à quelqu'un pour qu'on puisse faire un rendez-vous téléphonique, prendre le risque que quand il me répondra, ben moi j'ai 2 créneaux qui soient déjà plus dispo et qu'il faille encore envoyer un 4e mail. J'utilise ça, donc j'envoie le lien vers mon agenda en fait, qui est synchronisé avec mon Google Calendar. Okay. Donc les gens, ils voient tout simplement les plages dispo de mon calendrier. De ton calendrier. Et voilà. Ils prennent un rendez-vous, quoi. Voilà, et ils bloquent. C'est top, ça. Voilà. Et puis ils voient quand je suis pas dispo, mais ils savent pas si je suis chez le dentiste ou si je suis en train de parler avec leurs concurrents. Voilà, ça reste assez... Par contre, j'ai dû mettre des limites, parce que c'est vrai qu'au début, je m'étais prise de rendez-vous dispo de 9h à 19h. Ouais. Et puis il y avait des gens, ils voyaient que j'avais un rendez-vous à 12h et à 14h, bah ils m'en collaient un à 13h. Et tu veux pas que je mange? Oh, c'est ça. Donc maintenant, j'ai vachement restreint le truc. J'ai 10 minutes top pour manger. C'est parti. Il y avait ça, et il y avait aussi des gens qui prenaient un rendez-vous pour dans 10 minutes. Ah bah non, en fait. Non, bah non, donc j'ai mis des limites, on peut pas prendre rendez-vous plus de 24 heures, enfin il y a au moins 24 heures de délai. Et puis voilà, c'est 10h midi, 14h, 18h, et puis exactement. Et personne m'a jamais fait de remarques. Mais c'est bien parce que j'ai l'impression que tu arrives beaucoup à cadrer en fait ton activité au bout d'un moment. Je sais pas si tu te rends compte, mais il y a beaucoup de freelances qui n'arrivent pas à faire ça, quoi. Qui acceptent des appels tard ou qui bossent le week-end, qui disent bon, c'est pas grave. Ouais, alors c'est normal, je pense, de réagir comme ça au départ parce que t'as pas encore vraiment confiance en toi, parce que t'es dans la phase où tu veux juste trouver des clients, t'es prêt à accepter un peu tout et n'importe quoi pour ça. Et il y a un moment où t'as tellement donné, tu t'as tellement dit oui à tout que tu t'épuises. Et c'est là que tu dis, bon, j'en ai ras-le-bol, maintenant on va se calmer et on va essayer d'être pro. Et en fait, tout le monde le comprend, tout le monde a des règles, donc c'est assez normal et j'ai jamais eu de retour négatif par rapport à ça. D'accord, super. C'est un très bon conseil en fait de savoir dire non en exactement. tant que free. Quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon? Alors, je vais te donner quasiment que des adresses qui sont dans le 7e. D'accord, parce que tu habites dans le 7e. J'habite dans le 7e. Ok, d'accord. Il y a un super italien qui est près de chez moi, qui fait des pizzas et des pâtes qui sont assez originales. Il était aux États-Unis avant et il s'appelle Flavio. Donc, t'es sûr de passer un bon moment parce qu'il est hyper sympa au-delà de ses plats qui sont très bons. D'accord. J'aime aussi beaucoup l'Indo-Café. L'Indo-Café, ouais. J'aime bien l'asiatique, mais souvent l'asiatique, t'as un peu de doute sur la qualité, c'est assez lourd et là-bas c'est frais, il y a une ambiance qui est sympa, souvent des concerts. Okay. Et puis sinon j'aime bien aussi les berges du Rhône avec les péniches, je trouve que c'est très sympa comme endroit. C'est très agréable, ouais. Et pour bosser, t'as des endroits un peu où tu bosses Je travaille beaucoup de chez moi, j'ai testé à peu près tous les espaces de coworking qui existaient à Lyon. À Lyon, ouais. Mais c'est vrai quand tu t'es habitué à la tranquillité de ton appartement... Du calme, ouais, c'est clair. C'est pas pareil. C'est difficile après de savoir travailler dans le bruit. Oui. T'as besoin de calme aussi et de silence. Moi je suis comme ça aussi. Ouais. C'est hyper important. Pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a ému ces derniers temps. N'importe quoi. Un livre, un site web. Il y a quelques mois, j'ai lu un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Ah oui, le fameux livre. Ouais. Je l'ai pas lu. De Tim Ferriss. Alors il est bien, il raconte beaucoup sa vie quand même. Ok. Mais en gros, il explique comment tu crées une boîte qui va pouvoir fonctionner un petit peu sans toi.
Il t'explique qu'au début tu vas travailler beaucoup, mais qu'il faut que tu aies bien choisi ce que tu vas faire. Et derrière, tu vas arriver à automatiser un certain nombre de choses. Tu vas apprendre à déléguer pour pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi dans ton activité, puis dans ta vie perso. D'accord. Donc, alors la semaine de 4 heures, c'est une utopie, hein, en réalité, c'est pas possible. Mais ça montre que on n'est pas obligé de travailler de 7 heures à 23 heures tous les jours pour s'épanouir professionnellement. Et ça montre qu'on n'est pas obligé de dédier notre vie à notre travail pour s'épanouir tout court finalement. Tout à fait. Et ça a pas mal changé ma façon de voir la façon... Enfin, ça a changé ma façon d'envisager un peu mon avenir professionnel, on va dire. Ok, d'accord. De voir un peu ton emploi du temps et de... Exactement. Comment tu fonctionnes. C'est ça. Donc la semaine de 4 heures. Parce que finalement, le temps, c'est quasiment la chose la plus précieuse qu'on a, donc... Mieux vaut bien l'utiliser. C'est ça, c'est encore plus limité que le pétrole. Hein. Nous, on sait qu'on a une date d'expiration. Carrément. Ok, super. Ben, écoute, si tu n'as rien à rajouter, moi non plus, on va s'arrêter là. Et bah, parfait. Et ça m'a fait hyper plaisir, en tout cas, c'était un super échange. Et vous pouvez suivre Marion qui est ultra connectée sur son site web adopteinternet.com et sur ton blog. Alors, super-freelance.com. Voilà. Et aussi sur son profil Malte, sur Twitter ou sur LinkedIn. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup, Marion. Merci, à bientôt.